Bonjour, donc je me présente, Maude Saint-Pierre, coach marketing et formatrice. Je vais être l'animatrice de la discussion aujourd'hui, mais juste dans le but dans le fond, de bien commencer ça. En fait, on est ici pour une discussion assez spéciale qui est une discussion intergénérationnelle dans le but d'échanger et de partager sur des sujets qui nous préoccupent, des enjeux. On est à la table aujourd'hui avec deux générations bien distinctes. On a celle de Marc et Bertrand, qui sont respectivement qui sont co-auteurs du livre Du porte-monnaie au portefeuille, 45 conseils pour mettre notre argent au travail, et qui sont aussi respectivement économistes et planificateurs financiers. Ils ont beaucoup plus de titres que ça, mais on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. En fait, c'est deux hommes qui ont une expertise et une expérience assez grande, en fait, très, très grande et assez intéressante qu'on va avoir la chance d'avoir avec nous aujourd'hui pour la discussion. C'est deux hommes que j'ai rencontrés aussi parce que je suis leur coach marketing. J'ai le plaisir et l'honneur d'être leur coach marketing. Plaisir partagé. Merci. Et puis, on a aussi la deuxième génération qui est Maude et moi. Maude aussi, en fait, c'est un peu mêlant. Donc, Maude est chroniqueuse, créatrice de contenu surtout, et comédienne, animatrice, plusieurs titres. On a la chance de l'avoir aujourd'hui pour partager son opinion sur des sujets variés, comme vous allez voir. Puis, elle est aussi nouvelle maman. Oui. On va avoir cette perspective-là. Puis moi, dans le fond, en étant coach marketing et formatrice, bientôt nouvelle maman aussi, ça va apporter une perspective peut-être un petit peu plus entrepreneuriale. Donc, j'ai bien hâte qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. Donc, je rappelle que l'objectif de la discussion, c'est vraiment l'échange et le partage. C'est une discussion pure et simple, puis idéalement très bien vulgarisée de la finance aussi. Donc, place à la discussion. Et pour ceux qui nous écoutent sans nous regarder et qui ne savent pas de quelle génération on parle, donc Marc et Bertrand sont de la génération qu'on peut dire des baby boomers. Et Maude et moi, on est plutôt la génération Y. Pas mal en plein dedans. Exactement. 95, je pense. Ouais. 95, 94, 57, puis je veux pas dire l'année de naissance de Marc, car je ne la connais pas, mais quelque part probablement au début des années 50. Et moi, je suis ravi. Vous êtes deux jeunes femmes d'affaires, nouvelle génération pour nous. Je suis ravi de pouvoir partager cette rencontre avec vous. C'est rare qu'on peut avoir justement un échange entre ces générations-là. Souvent, on voit un clash entre les deux générations. C'est souvent perçu comme deux générations qui se confrontent par leurs idées différentes, mais moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'on essaie de partager, nous, quelle est notre vision de la finance aujourd'hui, puis vous, qu'est-ce que vous avez vécu au cours des dernières décennies. Oui, puis je crois qu'on reçoit beaucoup aussi les conseils des générations qui nous précèdent. Pas toujours sollicités. Exactement. Donc, moi, c'est ce que j'ai apprécié vraiment grandement de nos discussions puis de nos échanges dans le passé, c'est que je me sentais jamais comme si, justement, j'avais votre perspective un peu neutre, puis vraiment votre crue, si on veut, de comment vous l'aviez vécu, qui est une perspective différente de ce qu'on entend actuellement sur « faites attention » ou, tu sais, peut-être des fois nos parents, nos proches, dans une optique de nous rassurer ou d'être là pour nous puis de bien nous encadrer, ils vont nous donner des conseils qui sont pas nécessairement les bons dans une optique un peu plus neutre. Fait que c'est ce que j'appréciais de... Surtout si on commence une conversation dans le style « dans mon temps ». C'est la dernière chose que tu vas entendre. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qu'on se rend compte, effectivement, à travers le temps, c'est que l'environnement est différent. L'environnement, on parle aujourd'hui d'inflation. C'est gentil de dire, né au début des années 50, je suis né à la fin des années 40. Je suis né en 1948, donc j'apprécie que tu me rajeunisses. J'en suis fort aise. Mais au total, l'inflation, on l'a vécu. Moi, j'ai commencé ma carrière en pleine période inflationniste. On a vécu au début des années 70, début des années 80, des taux d'intérêt extrêmement... Aujourd'hui, on se préoccupe, les taux d'intérêt se mettent à remonter. On a vécu des taux à 15, 16, 17 et 18 %. Exact. Alors, la conjoncture est différente, mais les préoccupations sont les mêmes. Parce que quand j'ai commencé à travailler, je ne vous dirais pas combien je faisais par année, mais c'était multiple à l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment minimal. On pouvait compter ça. On ne peut pas savoir combien vous faisiez par année? Oui, je vais vous le dire. En 1971, quand j'ai commencé à travailler avec une maîtrise en économie, je vais travailler à Ottawa pour la Banque du Canada, on m'a fait une offre à 8 000 par année. Et je trouvais que c'était pas assez. J'ai dit, je vais me demander 9. Comme ça, ils ne me prendront pas. Je ne serai pas obligé d'aller à Ottawa. Et ils m'ont donné 9.
Il a Alors, pris des voitures, Marc? Bien, la première voiture, j'ai acheté neuve, parce qu'on achetait une voiture usagée. C'était une Toyota Corolla, 4 portes, jaune-orange, 4 vitesses, 2480 $. Mais je faisais 9000 $. Alors, au total, les préoccupations sont les mêmes. J'ai eu ma première maison en 1975. À calculer, j'avais quoi, 1975? Mensonge, 73 que j'ai eu ma première maison, donc j'avais 25 ans. Et j'ai commencé à épargner en 1978 quand j'avais 28 ans. Donc, c'est les mêmes préoccupations. Et je pense que c'est un peu ça qu'on veut échanger ici, de dire, oui, c'est différent, mais ce ne l'est pas non plus. C'est le même cadre, avec des variables qui sont différentes. Je pense que c'est ça qu'il faut échanger et réaliser que finalement, si on parle, parce qu'on va devoir en quelque part parler un peu de placement, on ne veut pas parler de finances, on veut parler de santé financière. De santé financière, de se donner un plan pour qu'éventuellement, lorsqu'on prend sa retraite ou qu'on approche de la retraite, qu'on a une certaine indépendance. C'est ça le but. Les approches de style, mettez tout votre argent, serrez-vous la ceinture, puis visez d'être millionnaire à 40 ans, c'est une aberration de l'esprit. Ça ne rencontre pas les objectifs de la 95 % de la population. Mais il faut se discipliner. C'est un peu ça la réalité, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans vos domaines à vous. Si vous fonctionnez puis que vous êtes successful, excusez-moi l'expression anglaise, c'est essentiellement lié parce qu'il y a une certaine forme de discipline. Tu n'es pas discipliné, c'est comme n'importe quoi. Alors, je pense que c'est ce genre d'échange-là qui est intéressant entre nous autres. Et Bertrand va avoir des choses à rajouter parce qu'il est planificateur financier, qui pourrait, dans le fond, aider les gens qui vont nous écouter, qui vont nous voir. Mais je trouve ça intéressant parce que vous dites d'essayer d'épargner pour avoir une retraite à 40 ans, c'est une aberration. Donc, vous êtes un peu contre ces espèces de livres bien pensants, de genre McSween et tout. Mais parce que notre génération, il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Essayer vraiment le go, go, go. On essaie de faire le plus d'argent possible pour faire du bateau tous les jours à partir de l'âge de 40 ans. C'est ce qui est accessible, en fait. Oui, mais oui. Mais dans le sens comme information comme financière. information financière, c'est exactement ça. C'est ce qui est intéressant, accessible, parce qu'on nous vend un rêve, mais selon vous, c'est pas quelque chose d'accessible en temps présent. Là. Oui, bien, c'est possible de le faire, mais ça dépend c'est quoi l'objectif. Si effectivement, la seule chose que vous voulez faire, c'est viser à 42 ans de vous retirer, c'est possible, mais vous n'aurez pas de vie. Ah, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous distingue, ma génération à moi, je suis encore un petit peu plus vieux que Bertrand, ma génération, c'est qu'on commençait à travailler, puis l'idée, c'est qu'on travaillait pour la même boîte pour toujours. Rappelez-vous nos parents qui avaient travaillé 45 ans pour la même compagnie. Quand ils se retiraient, on leur donnait, s'ils étaient chanceux, une montre en or. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr avec le prix de l'or qu'on pourrait faire la même chose, mais enfin, ça donne l'idée. Aujourd'hui, il y a une certaine qualité de vie et sur laquelle vous mettez de l'emphase, l'espèce d'équilibre famille-travail qui n'était pas une préoccupation pour nous, mais qui l'est pour vous. Ça change la donne complètement. L'information, on ne l'avait pas. La première fois qu'on a eu un fax... puis personne qui parle de fax. Sauf si vous êtes dans le domaine de la santé, on va encore vous envoyer un fax. Mais essentiellement, vous êtes sollicité par les réseaux sociaux, par la publicité. La vraie question, c'est un peu... McSween l'a dit dans son livre, en as-tu vraiment besoin? Qui a été un succès parce qu'on se pose toute la question, as-tu vraiment besoin? En termes de planification et d'épargne, as-tu besoin d'avoir 2 cafés Starbucks par semaine? Tu peux-tu en couper un? Puis si tu en coupes un, tu sauves 6 $. 6 $, au bout de la main, c'est 25 $ par mois qu'on peut mettre de côté. Ça dépend ce que ça t'apporte psychologiquement. En fait, moi, je pense que c'est des préoccupations aussi qui vont un petit peu au-delà de cette base-là, en tout cas pour moi, parce que cette information-là, justement, c'est sûr que je travaille avec des conseillers financiers majoritairement du temps. Fait que, j'ai peut-être un petit peu des notions biaisées de ça, mais tu sais, pour moi, ces notions-là, c'est de la base. Ça dépend de mes objectifs de vie, ça dépend de où est-ce que je vais aller, ça dépend de mon budget, etc. Puis si j'ai les bonnes ressources autour de moi pour m'aider à faire ça, cette partie-là est taken care of. Après ça, c'est plus dans, personnellement, c'est quoi mes objectifs de vie? Où est-ce que je veux aller avec ça? Je suis une entrepreneur, femme en affaires. Comme vous dites, c'est différent de travailler dans une boîte, c'est différent de travailler dans une entreprise, d'avoir certaines conditions, etc. On est dans une génération, je crois aussi, qui de plus en plus... va prendre sa place sur le marché du travail d'une façon différente. Tout à fait. Fait que c'est sûr que pour moi, les préoccupations sont un peu différentes. Si je veux avoir mon entreprise, avoir justement un certain niveau de vie qui est différent de ce que Maud souhaite, de ce que quelqu'un d'autre souhaite aussi, ça dépend de chaque personne. Puis moi, ce que j'avais apprécié de nos conversations aussi, c'est un peu de rapporter ça
tu sais, en ce moment, comme vous avez dit, on vit des game changers, tu sais, on vit des situations qui sont pour nous, qui vont changer le restant de notre vie. Fait que comment on peut les travailler mentalement puis se dire, OK, ben dans une perspective où je veux, exemple, investir dans l'immobilier, je veux investir dans, tu sais, que mon entreprise ait de la croissance, mais je veux aussi une qualité de vie. Tu sais, c'est quoi des choses que des générations qui n'ont pas vécu ça pourraient m'apporter comme notion, comme background? Mais en fait, Maude, la clé de ce que tu dis, c'est l'objectif de vie. Puis c'est pour ça qu'on a commencé notre livre comme ça, en parlant, bien, où est-ce que j'en suis dans la vie, et puis c'est quoi qui fait mon bonheur. Puis la clé, moi, ce que j'ai adoré du livre de Pierre-Yves McSween, c'est une question que je me suis posée toute ma vie. J'en ai-tu vraiment besoin? Pourquoi je me posais cette question-là? C'est qu'à 20 puis 25 ans, je n'avais pas d'argent. Donc, il ne fallait pas que je dépense ce que je n'avais pas, évidemment, puis il fallait que je paye mes études, etc. Donc, l'idée, c'est on consomme énormément. Puis, moi, c'est une recherche qui m'a allumé beaucoup quand on a écrit le livre, c'est la question de Maslow, où au départ, on doit rencontrer nos besoins physiologiques. Après ça, il y a la question de sécurité, la question de sentiment d'appartenance, puis à la fin, c'est l'accomplissement. Et puis souvent, la maison d'1 million de dollars, c'est « Hey, regardez, là, j'ai réussi dans la vie, c'est mon accomplissement ». Mais j'ai-tu vraiment besoin de ça? C'est ça la vraie question. Récemment, j'étais avec une collègue qui est comptable. Et puis, on discutait budget tous les deux, puis elle voulait comparer comment est-ce qu'on s'organisait à la retraite tous les deux. Et puis finalement, on a réalisé que une propriété de 400 000 $, bien, les taxes sont de 2 500. Une propriété d'1 million de dollars, bien, les taxes, c'est 10 000 $. Fait qu'on venait de trouver 7 500 de différence dans le budget. Puis j'en ai-tu vraiment besoin? Alors, on pourrait prendre plein de points comme ça, mais à la base, il faut faire attention à notre consommation. Et puis, c'est très important d'épargner à long terme. Mais je ne parle pas d'épargner à court terme, épargner à long terme. Je vais vous donner une comparaison, par exemple. Dans mon réfrigérateur, là, j'ai des choses que je réfrigère, ça reste à peu près une semaine. Si je ne fais pas attention, là, ça reste à peu près une semaine. Si je veux garder des choses plus longtemps, bien, je les mets au congélateur. Et là, ça va être du long terme. Donc, c'est un peu comme ça. C'est qu'il faut absolument que dans notre revenu, tout n'aille pas à la consommation. Là, on fait vivre toutes les boutiques, tous les commerces du monde, mais la personne la plus importante, c'est nous. C'est nous la personne la plus importante avec nos objectifs. Donc, il faut avoir une épargne. Ça peut être modeste, mais c'est une épargne systématique à long terme. Et puis là, après ça, au niveau des objectifs de vie, bien, tu confrontais tantôt ta famille, que tu es en train de former, ton couple, etc. Puis tes objectifs, je devrais-tu investir dans l'immobilier, etc. Mais là, c'est là qu'il y a un équilibre à trouver au niveau de tes valeurs puis au niveau des choix que tu veux faire. Mais il ne faut pas être esclave de dire, bien, il faut que je sois millionnaire, 40 ou 45 ans. Est-ce qu'on sait qu'on va être vivant à 36 ans? Je suis en train de lire un livre, là, puis le type, il reste 2 ans à vivre, puis il a 25 ans. Donc, il faut équilibrer les choses. C'est ça qui compte. Puis pour une question de leverage, peut-être un peu aussi, tu sais, parce que les notions que tu parles là, ben, tu sais, ça se peut que pour certains, ils soient déjà en place. Tu sais, si mon épargne systématique est en place, j'ai des placements à long terme, j'ai tout ça de gérer dans ma vie. Mais là, je suis plus en gestion de risque. Tu sais, comme pour moi, c'est quoi la gestion du risque, tu sais, puis où j'ai envie d'aller dans mon risque. Puis je trouve qu'avec la pandémie puis avec ce qui s'est passé, ça a été un peu biaisé. Parce que, tu sais, on se fait dire, justement, par des générations antérieures, faites attention, gardez vos sous, soyez prudents, par certaines personnes. Puis, tu sais, ça me fait toujours un peu frissonner parce qu'on dirait que moi, je suis comme... Ouais, mais si moi, j'avais un profil un petit peu plus risqué, puis justement, est-ce que c'est si dommageable pour moi d'aller dans du risque en ce moment si oui, j'épargne à long terme, puis j'ai ces notions-là, puis j'ai cette conscience-là d'épargne, tu sais, pourquoi je me freinerais à faire des moves qui, pour moi, oui, vont peut-être m'apporter des points négatifs, mais comme je pense toute chose dans la vie. Mais quand on parle de pandémie, on parle de COVID, dans le fond, c'était, on utilise souvent l'expression les game changers, c'est ça nous a amené, on change quand on est obligé de changer. On ne change pas le matin en se levant en disant « Ce matin, ça y est, je commence, je ne prends plus qu'un café. » C'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. La pandémie nous a fait réaliser, en tout cas moi, m'a fait réaliser
que ce que je pensais qui était important l'est peut-être moins, et des choses que je pensais qui n'étaient pas importantes le sont devenues. De prendre du temps, quand tu es coupé de ton monde, parce que tu ne peux plus rencontrer tes gens, tu t'aperçois que la relation que tu avais avec ce monde-là est importante. Aujourd'hui, je suis semi-retraité, j'ai gardé une clientèle, je suis encore actif dans mon domaine qui est de la gestion de portefeuille, mais je prends le temps avec mes amis qui sont, dans la plupart des cas, déjà retraités. À 74 ans, on me dit « Pourquoi tu travailles encore? » Je ne travaille pas, moi. Moi, je continue à faire ce que j'aime faire. Je ne suis pas obligé de travailler. Et pourquoi je ne suis pas obligé de travailler? Parce que jeune, j'ai commencé à décider, me suis volontairement décidé que je ferais enlever sur ma paye par mon employeur tant de dollars par paye. Puis c'était à l'époque, on enlevait la souscription à la paye, puis on enlevait, je sais pas, 10 ou 15 ou 20 Je me suis retrouvé au bout de l'année, j'avais 600 mis de côté. Alors, essentiellement, la pandémie nous amène là, et les conseils de gens me disent « Fais pas ça, fais attention ». On me disait la même chose. On me disait la même chose. On n'était pas confronté à des taux d'intérêt hypothécaires à 5 on était confronté à des taux d'hypothécaires à 12, à 14 puis à 15 avec de l'inflation au-delà de 10. Alors, cette réalité-là, elle est la même. La réalité, souvent, si on vient à un des points, je pense qu'on fait ressortir dans le livre qui est important, l'importance du temps. Si vous commencez à épargner jeune, vous allez dire, ouais, ça ne vaut pas la peine, ça vaut 25 $ par mois, mais ça n'a pas de bon sens. Je m'en vais de 25 $ par mois, placé avec le temps systématiquement, vous allez découvrir qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, on va prendre l'argent qu'on a dans le compte, on va la dépenser, et même plus. Un petit peu sur la carte de crédit, un petit peu ci, un peu ça. Fait que dans le fond, c'est la discipline. Je pense que c'est ça qu'on a. C'est pas un livre de finances qu'on a. On voulait pas écrire un livre de finances, on voulait écrire un livre qui aiderait les gens à prendre conscience d'un certain nombre d'éléments. 45 conseils. Premier conseil, c'est pas mettre de plus d'argent de côté possible, puis la vie, c'est juste ça. T'es où dans ta vie? C'est quoi qui fait ton bonheur? C'est quoi tes variables? C'est quoi qui sont tes priorités? Une fois que tu as pris ça, après ça, tu t'ajustes. Si tes priorités, c'est de dépenser tout ton argent, be my guest, quand tu vas avoir 65 ans, penser que le gouvernement va t'aider. On voit où les gouvernements sont allés, là. À un moment donné, on va se retrouver. Donc, on revient à la même variable. Il faut se discipliner. Il faut se dire. C'est pas facile. Comme je dis, première maison à 25 ans, hypothèque, dans le tapis, problème sur le toit. J'ai été obligé de refaire faire ma toiture de maison. J'ai été obligé de réhypothéquer encore la maison. Puis je me suis dit, à 28 ans, ça n'a pas de sens. Il faut qu'en quelque part, je me mette un peu... Alors, c'est la même chose qu'on vit. La question de risque, c'est quoi le risque? Les gens confondent risque puis volatilité de marché. Quand les taux d'intérêt étaient à zéro, c'est extrêmement risqué de mettre son argent à zéro. C'est sûr que vous allez vous appauvrir. Aujourd'hui, les taux ont remonté. On se retrouve avec une structure qui est un peu plus intéressante. Est-ce que l'immobilier... On a de l'inflation. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais essentiellement, il faut prendre le temps de regarder notre vie, notre qualité de vie, ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, on ne retourne plus travailler au bureau 5 jours par semaine. C'est une nouvelle réalité. J'aime ça, moi. J'aime ça. Je suis en télétravail depuis 2012 parce que je suis à mon compte. Mais la pandémie, ça a été merveilleux pour moi. J'ai des clients un peu partout dans la province. Je me tapais 3000 km par trimestre. Je ne veux plus faire ça. Fait qu'on a changé nos habitudes. J'ai dit à mes clients, on ne se voit plus 4 fois par année. On se voit 2 fois par année en virtuel, mais il faut que je te voie 2 fois par année en présentiel. Comment vont tes enfants? Ta mère, comment va? Ce genre de patente-là. On ne parle pas de finances, là. On parle de commenter. Après ça, la finance, c'est quelque chose qui doit englober tout ça, qui doit faire partie de comment tu structures tes trucs pour être capable à quel âge penser que tu vas prendre ta retraite à Liberté 45 puis devenir millionnaire à 42 ans. C'est le fun, ça vend des livres. Mais dans mon livre à moi, tiens pas à route. Mais ce que je trouve intéressant, si je veux faire un peu du pouce sur la COVID, justement, ce que ça a changé peut-être dans l'esprit de plusieurs personnes, c'est peut-être le ralentissement. C'est de se dire « Ah, mon Dieu, mais c'est donc bien intéressant d'avoir un peu plus de temps pour prendre une marche, marcher en forêt, lire. Oui. » Fait que maintenant, je pense que beaucoup de gens se disent « Bon, mes priorités, avant, c'était vraiment de faire le plus d'argent possible, d'avoir le plus d'objets possible. Puis maintenant, c'est vraiment d'avoir des expériences quotidiennes qui viennent... enrichir un peu, tu sais, pas juste ma personnalité, mais je veux dire mon âme de manière globale. Puis ça, je pense qu'au niveau financier, ça a une grande différence parce qu'il y a des gens en ce moment qui disent « Hey, pourquoi je pourrais pas peut-être travailler 4 jours semaine? » Est-ce que je peux travailler... Tu sais,
1 heure de moins par jour pour aller chercher mon enfant 1 heure plus tôt à la garderie, passer du temps avec lui, puis comment ça peut se conjuguer avec mes finances, c'est de moins travailler, mais peut-être de moins dépenser aussi, parce que pendant 2 ans, les gens sont sortis au resto, ils n'ont pas fait de voyage, donc ils ont pu économiser d'une certaine façon. Bon, ça dépend aussi de leur travail, comment c'était, puis comment ils ont perdu de l'argent, mais ils ont vu qu'ils pouvaient peut-être être heureux dans certains cas. Il y en a évidemment qui ont peut-être eu des dépressions, je généralise, mais il y en a qui se sont dit qu'on peut être heureux en restant à la maison sans avoir à dépenser un fou chaque week-end, à faire des activités qui coûtent 150 $ par jour. Ouais. Ça, je pense que ça a eu un grand impact. En tout cas, moi, ça a eu un énorme impact sur moi. Et de me dire, à la place de vouloir le grand terrain, la grande maison, ce que je veux, c'est d'avoir du temps puis un équilibre surtout. Un équilibre de vie. Je veux pas faire 100 000 par année nécessairement. Ce que je veux, c'est avoir le temps de cuisiner, avoir le temps de marcher à la garderie pour chercher mon garçon, mais tout en réussissant à acheter des aliments bio une fois de temps en temps, puis faire un voyage par année de façon sobre. T'sais. Mais cette prise de conscience-là, moi ça me touche moi aussi à 74 ans. Il y a des choses que je ne veux plus faire. Ça ne m'intéresse plus. Ça n'est plus, ma vie n'est pas dictée par des considérations financières. La vie est dictée par des choses qui sont alentour. Qu'est-ce qui fait mon bonheur à mon âge? C'est en quelque part d'une qualité de relation, de prendre le temps avec les gens et de donner des conseils. C'est ça le but. Là. Quand Bertrand m'a approché, on fait-tu un livre? J'ai dit non. Ça ne me tente pas d'écrire un livre. Vous n'avez aucune idée, c'est quoi l'effort? Je suis convaincant, n'est-ce pas? Non. Vous n'avez aucune idée. Est-ce que des gens qui pensent qu'on fait un livre et on va faire de l'argent? Ça ne fait pas d'argent avec un livre. Tu n'écris pas un livre pour faire de l'argent. Tu écris un livre parce que tu penses qu'il y a une place pour ça. Et on avait vu, Bertrand et moi, qu'il y avait un vide. C'était des livres de finances avec des recettes. C'est pas ça que je veux savoir, moi. Je veux que tu me donnes des conseils. Rajoute un petit peu de piment. Tu vas voir, ça change tout le goût. Mais c'est l'illusion aussi, tu sais. Ben oui. J'adore ce que tu dis parce que il y a beaucoup de gens qui vont tomber aussi dans l'illusion que la vie, ça peut être balancé, tout parfait, puis justement que tu peux avoir le temps, prendre le temps, puis comme être dans tes priorités personnelles, mais aussi faire une fortune, rouler une business, tu sais, tout faire en même temps, tout tackle. Voilà. Je pense que là, c'est un peu ça aussi qui, moi, pas me préoccupe, mais me fascine un peu avec le clash intergénérationnel, c'est que, tu sais, on a cette génération-là qui, puis là, je parle de génération, mais tu sais, chaque personne est différente, puis c'est pas parce que tu es dans une génération que automatiquement tu penses d'une telle façon, mais, tu sais, je trouve que les plus jeunes générations vont un peu être dans cette illusion-là, tu sais, que tu peux ralentir, tu peux faire du 3 jours semaine, tu peux vouloir avoir des très grandes ambitions aussi, financière, être millionnaire à 40 ans ou peu importe. Mais tu sais, c'est une question de compromis, c'est une question aussi, tu sais, justement, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Fait que c'est juste de faire attention aussi, de revenir à la base de c'est quoi tes objectifs. Puis tu sais, si tes objectifs, c'est ça, c'est d'avoir des grandes ambitions puis des grands moyens financiers, ben tu sais, dans ma tête à moi, c'est pas négatif. C'est pas parce que quelqu'un d'autre a des valeurs contraires qu'il faut pas non plus les écouter. Puis c'est un peu là le danger, je trouve, du partage intergénérationnel, parfois. C'est qu'il y a des gens qui vont donner des conseils basés sur ce qu'eux se sont rendus compte de la vie, tu sais, puis de ce qu'eux ont acquis à travers le temps. Tout à fait. Puis là, on tombe un peu dans une espèce de comme débat de qu'est-ce que moi je veux versus qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est là que ça devient nocif, je trouve, dans une conversation, parce que les objectifs de chacun sont tous différents puis sont tous valides et valables, tu sais. Tu sais, Maude, j'ai un ami qui, dans son profil de carrière, il y a eu une période de sa vie où il a fait des très, très gros revenus. Et les choses ont changé. Et, bon, la vie change, l'économie change. Et puis, les temps ont été plus difficiles pour lui. Et puis, il m'a dit un jour, il dit, tu sais, Bertrand, il dit, ce qui est important dans la vie, c'est pas de faire de l'argent, c'est de ne pas en manquer. Ouais. Et puis, en fait, on connaît plein de gens là, qui ont des revenus, qui ont eu des capacités financières très importantes, puis qu'aujourd'hui, ils en ont abusé, et puis ils se retrouvent dans une situation difficile. Puis, je dirais aussi que les challenges que vous avez, votre génération, ne sont pas différents, dans le sens que d'une génération à l'autre, le niveau de vie s'est toujours amélioré. Mon niveau de vie est meilleur que celui de mes parents était. Le niveau de vie de mes parents est meilleur que nos grands-parents. Et probablement que vos enfants, ça va être la même chose. Ça dépend. Là. Moi, je pense pas que j'ai réussi à avoir le niveau de vie de mes parents, tu sais. Dans le sens où, tu sais, Marc, tu disais, tu sais, t'as réussi à acheter, ta maison. Mais je sais pas, moi,
la situation financière de mes parents en 89 qui leur ont permis, avec leur salaire, d'acheter un duplex, je veux dire, c'est pas la même que moi en ce moment, tu sais, puis je sais pas si je vais pouvoir atteindre ça, puis moi, je pense vraiment pas que je vais avoir le niveau de vie de mes parents éventuellement, parce que je suis pas dans je suis peut-être pas dans le même domaine non plus, mais je suis pas dans le même contexte financier exactement à cette année-là où ils ont réussi à acheter avec les salaires qu'ils avaient, puis tout ça, là, tu sais. Il peut y avoir des écarts de rendement, mais globalement, là, ça peut varier peut-être, mais globalement, quand on regarde ça au niveau des générations, quand on regarde des vieilles photos, puis nos ancêtres, qu'est-ce qu'il en était, c'est clair que le niveau de vie s'est amélioré avec le temps, là. Mais effectivement, il peut y avoir des fois, il peut y avoir un délai, des écarts aussi, les choses peuvent être très différentes, là. Mais on a été privilégiés. Bertrand et moi, on a été privilégiés. Dans les années 70, les années 80, on est sortis de l'université et des jobs, il y en avait plein, là. Il n'y avait pas de souci. Oui, mais le taux de chômage était à 14% dans mon temps. Mais je veux dire, mais l'environnement était... Mais les valeurs qu'on avait ou les valeurs qu'on nous inculquait étaient des valeurs qui étaient de l'époque. Aujourd'hui, ce que j'aime de votre génération, vous êtes capable d'oser. Il y a un prix à payer. Là. Il y a un prix à payer. Les gens qui te disent, bon, mais tu sais, oui, je vais avoir un équilibre parfait. Arrête. Ça n'existe pas, l'équilibre parfait. C'est impossible. Si tu as une business, moi, j'ai bâti des business, j'ai vendu des business, je suis un entrepreneur, ça m'a coûté mon premier mariage parce que je travaillais tout le temps. Est-ce que je veux ça aujourd'hui? Est-ce que l'argent est une priorité par rapport au temps de qualité que je vais passer avec des amis? Poser la question, c'est d'y répondre. Comprends? Alors aujourd'hui, on se retrouve qu'en placement, c'est la même chose. C'est toujours une question, on appelle ça rendement-risque. Je mets mon argent à court terme, je ne prends pas de risque. Le risque étant une variabilité puis un changement dans la valeur de tes actifs. Mais si tu mets tout ton argent à court terme, ben, tu vas faire un rendement qu'on peut calculer. Par contre, si tu mets tout ton argent à la bourse, on sait qu'à long terme, tu vas mieux faire. Sauf que les variabilités vont avoir fait en sorte que quand ça monte, les gens aiment ça puis en veulent plus. Puis quand ça baisse, ils relancent la serviette puis ils disent « parle-moi plus jamais de ça ». Alors là, on tombe dans le cycle des émotions. Alors, c'est tout ça qu'on a essayé de faire ressortir. Puis je pense que vous vivez, je suis entièrement d'accord avec toi, est-ce que comparativement, si on faisait les comparaisons à notre âge, le salaire qu'on faisait, quels étaient les coûts des choses, le prix des maisons, etc., est-ce que ça va être plus difficile? Surtout ce qu'on a vécu avec la pandémie. La pandémie est venue complètement biaiser le marché de l'immobilier. On a amené, les banques centrales ont amené les taux d'intérêt à 0. Les taux d'intérêt obligataires sont tombés à 0,5 de 1 Les taux d'intérêt hypothécaires étaient à 2 Dans un besoin de faire du télétravail et d'éduquer les enfants à la maison, les gens ont acheté des maisons, le prix de l'immobilier a monté, a été financé à des taux d'intérêt relativement bas. Et là, les taux remontent. Alors, il y a un squeeze dans votre génération qui est une réalité. 5 dans mon temps et 5 dans le vôtre, c'est pas pareil. Là. 5 dans mon temps, la maison ne coûtait pas 478 000. Vous comprenez? Alors, il y a cette réalité-là. Mais vous avez des valeurs que moi, je n'avais pas. Et ça vous honore, parce que je pense que c'est ça, la vie. La vie, c'est dans quelque part d'en profiter, puis de pas juste penser que... C'est pour ça que je vois des affaires, investir et devenir millionnaire. Tous mes clients m'ont toujours dit à travers le temps, ça fait quand même 50 ans que je suis dans cette business-là. Ils sont rares, les gens qui m'ont dit, moi, ce que je veux, c'est devenir millionnaire. Je rejoins ce que Bertrand disait. Je vais-tu être correct? Je vais-tu en avoir assez pour pouvoir... Faire profiter mon monde. Faire profiter mon monde, aider mes petits. On voit les parents aident les plus jeunes, les petits-enfants. Ça, c'est des valeurs qui sont les vôtres. Et on n'a pas encore pensé à parler d'environnement, puis qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est une nouvelle... que tu n'as pas une préoccupation. Moi, du compostage, je ne sais pas c'était quoi, là. Là, j'ai 3 sets de poubelles. C'est pas les mêmes journées. Yes. Fait que t'es obligé... Mais c'est parfait. J'en suis conscient. Mais si on n'oblige pas les gens à changer, ils ne changeront pas. Alors, c'est ça. Alors, votre génération, elle a ses propres problèmes. Mais ça n'enlève pas le besoin de dire, je suis là, comme Bertrand parlait de son frigo versus son congélateur. Il faut en quelque part mettre quelques petites affaires dans le congélateur. Pas juste mettre dans le congélateur puis tu n'as plus de vie, mais de faire un mix des deux. Je pense que c'est ça qui est l'entretien qu'on a aujourd'hui qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre comment nous, on voit les choses, comment on voit les choses, avec un angle qui est le vôtre. C'est parfait.
Puis on voit de plus en plus des priorités qui changent, puis tant mieux, c'est parfait. Oui, c'est très congruent, je trouve. Tu sais, notre génération qui sont très, très sensibilisées à la cause environnementale, parce qu'on a les informations, contrairement à vous, à notre âge, qui n'avait pas les informations qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est congruent un peu avec le fait qu'on doit un peu serrer la ceinture, parce que, justement, on veut ralentir. Tu sais, dans les années 70, 80, 90, on était plus dans le rêve américain, tout ce qui était vraiment très gros. La grosse voiture, le gros garage de voiture. Bon, Bertrand est une exception de par, bon, je pense, ta personnalité et ton travail, tu as toujours été plutôt sobre à ce niveau-là, mais je pense que la plupart des gens ont toujours voulu avoir très, très gros en Amérique du Nord. Et maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui est nécessaire vraiment dans toute cette opulence-là? Et qu'est-ce qui est congruent avec les ressources de la Terre, surtout? Donc, le fait qu'on doive habiter peut-être dans plus petit, qu'on soit locataire, tu sais, qu'on habite en ville, dans des condos, même si on a des enfants, je pense que c'est pas une mauvaise chose, parce qu'on n'a pas le choix, peut-être, de se dire, hey, on a-tu vraiment besoin d'une chambre par enfant? Je dis ça, puis j'ai une maison unifamiliale, puis je voulais 3 chambres sur le même étage, là, tu sais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y repensent, parce que vu qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter finalement la maison unifamiliale qu'ils avaient en tête depuis qu'ils avaient l'âge de rêver, ils se disent, bon, est-ce que je peux réussir à élever 2 enfants dans un 4,5 à Villeray? Puis en même temps, ben, je sauve des ressources, parce que plus tu habites dans le petit, ben, moins tu as besoin de ressources, puis plus tu es minimaliste. Fait que je pense que finalement, cette espèce de crise immobilière ou ce besoin-là, justement, de serrer la ceinture à cause de l'inflation, de l'épicerie, ben, c'est pas une mauvaise chose. Tu sais, on se dit, hey, j'ai-tu vraiment besoin d'un paquet de vaches qui rient, tu sais, pour mes petites collations nocturnes qui coûte 18$ le paquet? Non, ben je vais essayer juste de m'acheter un paquet de fromage en spécial. Ben finalement, oui, tu viens d'économiser de l'argent, mais tu viens aussi d'économiser une coupe de plastique puis de ressources de la terre. Donc, tout ça vient à s'arrimer, puis peut-être que c'est une leçon à long terme. Puis je dis ça, on est plein de privilèges d'avoir le luxe de penser à tout ça, parce que c'est pas tout le monde qui a le luxe de se dire, OK, je vais économiser, je vais élever mes enfants dans le plus petit, puis je vais essayer de cuisiner plus, parce que la mère monoparentale qui a 3 enfants, elle n'a pas le temps de cuisiner ses bartendes, puis elle est obligée de les acheter à 6,99 $. Mais ça reste que ceux qui ont le temps d'y penser, puis ceux qui ont le temps de ralentir à tous les niveaux, ben ça peut juste avantager Madame la planète Terre. J'aborde dans le même sens que toi. Les questions environnementales, on les avait abordées quand j'étudiais en économie des années 80. Et on nous disait le problème de la pollution, à l'époque, on parlait plus de pollution que de GES, c'est que c'est pas incorporé dans le coût, dans le prix. Donc, tu pollues, puis ça coûte rien. Donc, c'est un problème. Moi, je suis renversé, et là, toute génération, à tous les jours que je vis, je vois des gens dans une voiture, arrêtés dans un stationnement, sur le bord de la route, le moteur en marche, en train de texter, en train de parler au téléphone. Je ne comprends pas pourquoi un téléphone cellulaire fonctionne à l'essence. Mais c'est un non-sens. Non, mais 1, ça coûte des sous, faire fonctionner une auto pour rien. Et 2, on pollue l'environnement. Donc, moi, ça me dépasse. Mais c'est ce qui me fait dire, comme économiste, que l'essence n'est pas assez chère. Voilà. C'est pas assez cher. Il faut que ça soit incorporé dans le prix de l'essence. Je suis d'accord. Mais là où j'aime les autos électriques, c'est que quand l'auto est arrêtée, je ne consomme plus d'énergie. C'est pas le cas d'une auto à essence si j'enlève pas le contact. Donc, ça, c'est... Mais c'est des changements de comportement, on ne le réalise pas, on n'est pas conscient. Et moi, je suis en désaccord avec les gens qui disent « Ah, c'est aux consommateurs à faire attention. » Non, c'est aux producteurs, aux industriels qui mettent des produits sur le marché, qui les emballent, etc., qui dans le fond, nous amènent à consommer aussi. Je parlais de la pyramide de Maslow. C'est les gens de marketing qui l'utilisent. Tu as dû étudier dedans tes cours de formation. Donc, on vise l'accomplissement. Donc, acheminer dedans la pyramide de Maslow. Mais à la base, bon, en tout cas, j'ai perdu mon idée. Non, mais il faut faire attention, par exemple. Ben, moi, je veux juste comme jouer un peu à l'avocat du diable ici, parce que pour moi, c'est des sujets qui me préoccupent aussi. C'est dans mon... Tu sais, j'habite aussi proche de la ville et tout ça, puis tu sais, c'est sûr que ça fait partie concrètement de mon day-to-day, puis de mes questionnements, puis ça devient même un peu comme... Je vais utiliser le terme anglophone, là, overwhelming, parce que c'est ça, il y a tellement de décisions, tellement de préoccupations. Est-ce que j'achète bio? Oui, j'aimerais beaucoup ça, tu sais, mettons, acheter bio, faire plus attention à l'environnement, mais tu sais, en même temps, c'est tout aussi des questions de budget, des questions de préoccupation. Puis là où, tu sais, moi, je suis une Beauceronne, je viens de la Beauce, de la campagne, ils ont une réalité très différente de la nôtre. Puis quand je vais voir ma famille, moi, j'ai pas
j'ai pas les moyens, si on veut, d'avoir une auto 100% électrique en plein hiver. Tu sais, c'est irréaliste. Fait qu'il faut faire attention aussi à ça. Eux, ils ont des sujets des préoccupations, puis même c'est ça, c'est très différent. Tu sais, quand on a des conversations, c'est différent. Leurs enjeux sont différents. Puis, tu sais, pour eux, moi, mon petit village, il fait pas de compost, là. T'sais, fait que c'est ma grand-mère qui fait son propre compost dans son jardin parce qu'elle veut réutiliser ces choses, mais c'est une réalité qui est différente aussi. Fait qu'il faut juste faire attention aussi, puis des fois, de sortir de cette perspective-là, puis de faire comme, OK, ben je peux peut-être comprendre que pour eux, exemple, s'arrêter, puis là, je dis pas qu'ils le font, là, mais pour eux, peut-être s'arrêter sur le bord de la route pour texter, c'est moins comme frappant puis flagrant qu'ils sont en train de dépenser du gaz parce que sont juste moins... comme dans cet environnement-là de comme on est en ville, puis tu sais, il faut faire attention, puis on le vit moins, tu sais. Le quotidien qui est comme ça. Ouais, non, c'est sûr que, tu sais, on parle d'une manière un peu montréalocentriste, ou etc., mais c'est sûr que les gens qui sont obligés d'utiliser leur voiture parce que, comme tous les jours pour aller au dépanneur et tout, ou qui ont une job qui est vraiment loin, c'est sûr que... Puis qui n'ont pas beaucoup d'argent parce que, c'est ça, ils en ont pas beaucoup, ben ça reste que d'augmenter le prix de l'essence, peut-être qu'ils n'y arriveront pas. Mais en même temps, peut-être que ça va justement les faire réfléchir sur est-ce que j'ai besoin de faire 2 allers-retours? Ah, j'ai oublié le lait. Ah, j'ai oublié telle affaire. Ah, je vais aller porter. C'est peut-être de consolider les déplacements un petit peu plus. C'est dans des petites choses. On n'est pas obligé d'être dans le transport en commun partout au Québec. C'est impossible. Je veux dire, on vit pas dans une province que c'est possible de faire ça. On n'est pas en Europe. Mais de juste y penser un peu plus. Bon, mais là, je veux aller acheter du lait. Puis je dois aussi aller porter cette semaine chez ma grand-mère telle affaire. Puis en même temps, fait que, de consolider les déplacements, puis de dire, ben quand je m'arrête sur le bord de la route, je ferme le contact. C'est des petites choses ici que je pense que le coût de la vie peut peut-être venir influencer nos gestes, ou si on a des malus un petit peu de la part du gouvernement quand on pollue trop. C'est justement juste des conséquences, parce que tu l'as dit tout à l'heure, Marc, les gens, quand ils n'ont pas de conséquences, ne comprennent pas malheureusement, puis on peut un peu infantiliser je veux dire, le genre humain en disant ça, mais c'est un peu vrai. Là, on a besoin de conséquences réelles, matérielles et financières si on veut vraiment changer. Mais dans un système capitaliste, parce qu'on vit dans un système capitaliste, est-ce qu'il faut le changer puis mettre un peu plus de social puis un petit peu... Moi, je pense la réponse, c'est oui. Oui, la réponse, c'est oui. Mais si on ne met pas un prix sur les choses, parce que c'est ça qui est par exemple, les taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. Quand les taux d'intérêt étaient à 0, pour l'investisseur, c'était problématique. Pour l'emprunteur, c'était merveilleux. Alors, quand on va dans les hôpitaux et que les gens n'ont aucune notion de ce que ça coûte, ben on y va, puis on attend, puis c'est correct. Alors, c'est la même chose en termes de prix. Vous voulez que les gens changent, faites en sorte que le prix de l'essence coûte plus cher, puis que ça monte. Puis à un moment donné, tu vas arriver à un point où, par exemple, moi, je suis à Bromont, j'ai encore un bureau à Montréal, je suis obligé de prendre ma voiture jusqu'ici, mais là, si tu me donnes une option, si je peux arrêter à la gare Panama puis prendre le REM, je vais le prendre. Mais je vais faire aussi un calcul qui est, c'est quoi l'avantage pour moi de prendre ma voiture, traverser le pont, aller le stationner au centre-ville, ça me coûte 22 et je rentre directement, ou je me stationne sur la rive sud à Brossard, et puis, ça me coûte 13 $ de stationnement. Si je veux me réserver, s'il y a de la place, dépendant à quelle heure je vais y aller, mais je vais faire les tests. Je vais faire de la même manière que j'ai testé le compostage. J'ai 3 sets de poubelles. Alors, je vais le faire, l'exercice, mais tant que l'avantage concurrentiel, si tu me disais, quand tu stationnes ta voiture en haut, c'est 28, 30, 32, 34, c'est sûr que j'arrête. Alors, c'est ça, je dis, il faut pas qu'on fasse ce pricing-là. On parlait d'environnement. Moi, je suis membre d'un comité de retraite du Mouvement des Jardins, on peut le dire, membre externe depuis 2016. Les politiques d'investissement ont changé. On met maintenant des variables qui font en sorte que les gens qui gèrent, c'est la même chose à la caisse de dépôt, c'est la même chose dans les grands régimes de retraite, on met des pondérations en disant tu ne mettras pas tout ton argent dans les sables bitumineux de l'Alberta. La réponse, c'est non, tu n'en mettras pas. Alors, on commence à avoir une vision énergétique, GES, qui va changer la donne. Si tu ne changes pas ça, on va continuer de polluer, on va continuer. Alors, il faut qu'il y ait un prix, que ce prix-là, le consommateur n'est pas insignifiant. Règle générale. Il y en a qui le sont, mais règle générale, les gens, on l'a vu avec l'inflation, si le prix du poulet coûte plus cher, les gens changent. Si le prix du bœuf coûte plus cher, les gens changent. Laissons aux consommateurs la capacité intellectuelle. Généralise, il y a des familles qui n'ont pas le choix, là, on s'entend où on est en termes de revenus. Mais essentiellement, je pense que la réalité aujourd'hui, elle est différente de celle qu'on a vécue, Bertrand et moi, au début de nos carrières.
Mais les variables qui sont aujourd'hui sont pour moi des variables ou des priorités qui sont importantes, puis on doit s'ajuster à ça. Est-ce que tu as un impact en termes de gestion de portefeuille? La réponse, c'est oui. Mais encore une fois, on ne parle pas de gestion de portefeuille, on parle d'une économie qui doit fonctionner, une réalité qui doit consommer avec des nouvelles réalités. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas des feux de forêt, puis là, c'est la Floride qui va se faire frapper. Là, on est aujourd'hui le 30 août. Un ouragan qui est en train de passer là-dedans. Ils vont avoir des vagues de 8 pieds. Mais ça peut faire juste du bien de peut-être en scraper une coupe sur le bord de l'eau. En tout cas, sorry, là. En fait. Bon Dieu Seigneur. J'ai va dérapé. loin, J'ai dérapé. C'est J'ai dérapé. classique Marc. Parce qu'habituellement, les gens ont beaucoup d'argent, ils sont sur le bord. On s'entend. C'est vrai. Mais acheter, c'est voter. Donc, c'est sûr que c'est l'œuf ou la poule. Le gouvernement et les citoyens travaillent de concert ensemble. Si on encourage un service, il va être amélioré et vice-versa. Donc, les transports en commun, plus on les utilise, blablabla, plus on achète bio, blablabla. Donc, ouais. Je pense que l'équilibre de vie, ce que vous avez l'avantage et aussi l'inconvénient de mettre plus de priorité sur une qualité de vie. Et ça, il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer que nous, moi, je l'ai payé différemment. Je l'ai payé en travaillant tout le temps. Et ça m'a coûté. J'ai été à refaire ma vie. J'ai un succès. Ma vie professionnelle a été un succès. Ma vie personnelle, elle a été impactée par le fait que j'ai mis mes priorités. Alors, mettez vos priorités aux bonnes places, prendre le temps d'avoir des enfants, de s'en occuper, etc. Il n'y a pas juste les piastres dans la vie. C'est un peu ce qu'on avait écrit au mois d'août. On fait des chroniques, Bertrand et moi, dans les journaux spécialisés. Puis j'ai dit à Bertrand, au mois d'août, on n'écrit rien. On a juste dit, profitez de la vie. Puis on a fait 2 recommandations de livres que Bertrand est en train de lire, celui que j'ai recommandé. C'est bon, oui, hein? C'est excellent. Ça te fait apprécier la vie. Vraiment. Chantal, dans sa librairie, parce que ma conjointe a une librairie, elle en a vendu 150. C'est son meilleur best-seller à vie. Tout le bleu du ciel? Oui, mais il était backorder. Ouais. Moi, j'ai recommandé à tout le monde. Mais même, avez-vous lu ça? Moi, on dit que c'est bon. Mais ça te fait apprécier la vie. La valeur, tu sais, tu as 26 ans, tu as Alzheimer précoce, il te reste une couple d'années à vie, tu fais quoi avec ça, là? Les priorités, ils changent, là, c'est plus pareil, là. Et c'est là que c'est quelque chose de beau. En tout cas. Ouais, Moi, ben, j'aurais une question. J'aurais une question à vous poser. On a parlé de bourse, on a parlé de placement. Comment vous gérez vos affaires aujourd'hui? C'est quoi les questions que vous vous posez? Ben, je peux peut-être commencer, là, juste vite comme ça. Ben, c'est sûr que moi, rapidement, j'ai été dans une mentalité... Je suis une hyper performante dans la vie, là, fait que rapidement, j'ai été vraiment comme dirigée vers des gens d'expérience puis d'expertise qui ont pu m'entourer. Donc, t'es conseiller. C'est ça. Donc, mais t'es beauceronne. Je dis, les beaucerons, c'est ça. C'est l'histoire de la Beauce. Ça se peut, Entrepreneur dans le tapis. Moi, j'aurais dit l'histoire de mon père, mais tu sais, en tout cas, bref. C'est une question aussi, c'est ça. Dans l'hyper-performance, je me sentais tellement incompétente là-dedans, je comprenais rien. J'ai bâti mon entreprise très jeune, je suis encore très jeune. Fait que je me voyais pas contrôler ces aspects-là de ma business. Puis j'étais comme, OK, mais ça fonctionnera juste tout simplement pas si j'ai pas d'aide, tu sais. Fait que j'ai été chercher des gens. Puis tranquillement, pas vite, je me suis nichée aussi dans le conseiller financier parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux, en fait, d'entendre ce que mon conseiller avait à me proposer. Puis toutes les stratégies puis les différences. Justement, je trouve tellement que c'est un monde, pour moi, qui est complexe puis qui est un peu épeurant, si on veut, là, dans une certaine sphère, parce que j'ai tellement l'impression que ça peut être biaisé par le jugement, justement, de la personne dans certaines situations, puis ça fait peur quand tu comprends pas le jargon, quand tu comprends pas le langage, puis quand tu comprends pas ce que la personne fait pour toi. Puis tu sais, on en a même parlé un petit peu, des fois, de jaser de finances pour des gens dans des domaines complètement différents. Tu sais, on est en communication / marketing, tu sais, c'est tellement abstrait, puis tu te dis, OK, est-ce que je me fais avoir? Tu sais, est-ce que je comprends rien? Mais OK, go, tu sais. Fait que c'est là où je trouve que de s'entourer puis de poser les bonnes questions. Puis moi, c'est entre autres aussi pour ça que j'ai vraiment apprécié le livre dans les derniers chapitres, parce que c'était un peu justement de décortiquer, vulgariser le langage de OK, qu'est-ce que mon conseiller me dit? Comment je peux lui parler? Quelles questions je peux lui poser? Comment je peux savoir si je suis avec la bonne personne pour moi, selon mes besoins? Fait qu'on ramenait toujours ça à nous, mais en même temps dans une perspective de comme, OK, mais la personne qui est devant moi, il faut qu'elle fasse sa job comme il faut aussi, tu sais. Fait que, puis il y en a des tonnes, des conseillers, tu sais, je le sais, là, il y en a des tonnes, des indépendants, des pas indépendants dans des institutions financières. Écoute, name it, il y en a là, pour tous les goûts, tous les cocktails. Sauf que c'est ça, faut faire attention, je pense, puis il faut aller chercher les bonnes personnes. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai appris puis que j'ai beaucoup apprécié. Fait qu'en ayant ces personnes-là ressources,
ben je peux me fier sur elle. Fait que, tu sais, c'est un peu comme, justement, en étant nouvellement maman, je pense, tu sais, il faut que tu puisses te fier sur des gens. Takes a village, they say, là, mais tu sais, faut que tu puisses te fier sur certaines personnes, je pense, dans ton entourage, si tu veux atteindre certains buts, certaines ambitions. Puis si ton but, c'est d'être maman à la maison, ben fine, mais faut que tu puisses te fier sur quelqu'un aussi, tu sais. Fait bref. Il y a beaucoup de jeunes qui prennent conseil dans les réseaux sociaux, qui sont avec leur téléphone, avec différents programmes, robots conseillers, peu importe. Ah oui. Moi, ça me préoccupe un peu, ça. Parce que le conseil personnalisé, je crois beaucoup. J'ai fait ma carrière dans ce domaine-là. Et puis, je pense qu'il va en avoir de moins en moins de conseillers. La réglementation a changé beaucoup. La rémunération a été réduite. À l'époque, on avait des clients qui avaient quelques milliers de dollars, puis on arrivait à avancer. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, ça me préoccupe, ça. Toi, Maude, comment tu vois ça? Ben moi, ma relation avec l'argent est particulière parce que c'est vrai parce que j'ai commencé à faire beaucoup d'argent très jeune, à 17 ans, à cause de mes contrats comme comédienne. J'avais 40 000 $ dans mon compte en banque à 17 ans, c'est énorme. Donc, pour moi, je veux dire, tout était possible. Moi, je calculais tout le temps, je pourrais partir 40 fois dans le sud, tu sais, comme cette année. Tu sais, comme... Consommation. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'avais 17 ans encore, donc j'avais pas les valeurs et les réflexions que j'ai aujourd'hui à 29 ans. Mais je pense que ça a teinté un peu ma façon de voir l'argent parce qu'après ça, j'ai eu moins de contrats, mais j'ai été travailleur autonome, donc j'ai gagné peut-être 19 000 par année pendant ma début vingtaine, mais j'avais quand même ce coussin-là. Donc, pour moi, rien n'était impossible parce que j'avais jamais eu à me serrer la ceinture. Là, on s'entend, quand tu as 16 ans et que tu fais 1000 $ par jour, ta relation avec l'argent est vraiment différente des autres gens de ton âge. Tu sais, comme j'avais un chum à l'époque, c'est sûr que c'était pas lui qui payait les soupers au resto. C'était moi, je passais ma carte de crédit en dessous de la table, je comme fait comme si c'était toi qui payais, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est bon, je suis un petit peu comme je sais pas, je vois l'argent d'une manière, je pense, un peu floue parce que j'en ai jamais manqué à cause de ça, mais j'ai toujours été très intelligente avec l'argent. Bon, je dis ça, ma mère est comptable, mon père a toujours travaillé un peu dans le domaine aussi, donc c'est sûr que j'étais très bien encadrée, mais j'ai jamais eu à réfléchir outre mesure à ça à cause de ces opportunités incroyables que j'ai eues dès l'âge de 15 ans. Donc, je pense que, tu sais, je suis pas vraiment une référence à ce niveau-là, mais je suis pas une grande dépensière non plus aussi. Tu sais, je veux dire, j'avais de la misère à m'acheter un café Starbucks justement à 17 ans, même si j'avais 40 000 dans mon compte en banque, parce que je me disais, j'en ai-tu vraiment besoin? Oui, puis je vais être rendue à 39 999, tu sais, puis je pensais un peu à ça. Des fois, moi, comment je le voyais, c'est plus j'en avais, plus je pouvais perdre gros. En tout cas, je le voyais comme un immense privilège. Donc, j'ai toujours aussi été comme ça. Puis, de par mes valeurs environnementales, je suis plutôt sobre dans mes dépenses. Donc, je manque jamais d'argent. Je regarde tout le temps un petit peu, mais j'ai pas d'ambition d'en faire tant que ça. Comme je dis, moi, l'important, c'est vraiment d'avoir le temps. Moi, mon ambition, ça a toujours été de travailler 28 à 32 heures semaine pour avoir le temps de cuisiner, de marcher pour faire mes courses, etc. Puis pour l'instant, j'ai le privilège de pouvoir faire ça parce que justement, j'ai toujours eu un coussin, donc j'ai pas de dette. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais ceux qui ont l'avantage d'avoir des gros coussins, planifiez-vous à long terme pour avoir un horaire flexible comme moi. Puis pour vrai, moi, en ce moment, je trouve que je vis ma meilleure vie. Puis je suis vraiment, 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 vraiment chanceuse. Là, mais toi, aujourd'hui, à 29 ans, ouais. T'as un REER, t'as un CELI. Oui, ben, je veux dire, avec justement l'UDA, l'Union des artistes, ils mettent de l'argent dans ton REER. Donc, à 17 ans, j'avais 20 000 dans mon REER là, aussi. Là, fait que ça, c'est vraiment incroyable. Là, aujourd'hui, j'ai aucune idée, je suis rendue où au niveau financier. C'est pas moi Comment c'est géré? C'est géré parce que ma mère est comptable. OK. Fait que, donc, t'as des conseils aussi. Ouais, moi, je sais même pas combien je fais par année, honnêtement. Là, comme, je le sais pas. Je regarde dans mon compte, j'ai assez ce mois-ci. Le reste, moi. Est-ce que toutes les deux, là, vous seriez partantes à gérer vos placements vous-même en bourse avec un téléphone? Absolument pas. Jamais de la vie. Mais c'est pour ça que ta question, pour moi, tantôt de conseils personnalisés, pour moi, c'est même pas une question. C'est sûr que ça va rester présent. Puis, tu sais, moi aussi, je base ma business sur ça. Tu sais, puis je pourrais, là... T'es conseillère toi-même, ouais. Ben oui, puis je suis coach marketing, puis je pourrais aller dans des volets de, comme, informatiser tout ça, puis juste faire que ça roule tout seul sur le web. Ben oui, je pourrais y aller. Est-ce que je veux? Absolument pas. Pourquoi? Parce que le conseil humain puis personnalisé est encore, pour moi, extrêmement important. Puis c'est une question de valeur, je pense. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être vouloir aller là, ils vont vouloir le tester, mais tu sais, je pense que vous êtes bien placé pour le constater à travers le temps. Ça se rebalance, tu sais. Puis oui, en ce moment, c'est super tendance, puis c'est le gros vibe, mais il va se passer des situations, il va se passer des choses. Les gens vont avoir besoin de ce contact humain-là, puis de ce conseil personnalisé-là, parce que
le robot ne pourra jamais t'apporter la valeur ajoutée d'un humain puis l'expérience de vie d'un humain. T'sais. C'est-tu ce qui est difficile aussi, que je me suis rendu compte, c'est de prendre de la distance soi-même par rapport à la gestion de ses affaires. Même quelqu'un qui a des connaissances, qui a des compétences, on est subjectif. Absolument. On ne peut pas être objectif. Et puis, j'ai rencontré souvent des conseillers professionnels pleins de connaissances, puis ils disaient, ben moi, je suis comme le cordonnier mal chaussé. Ouais. Donc, souvent, on a besoin de cette distance-là, d'une tierce personne qui va Définitivement. nous orienter. Ouais. Moi, j'y crois beaucoup. Mais tu sais, l'élément, ce que je rejoins dans ce que tu dis, Maude, c'est que essentiellement, le placement, c'est facile. Sur papier, c'est facile. Je mets tant d'argent là-dedans, un petit peu d'obligations, un petit peu d'action canadienne, un petit peu d'US, un petit peu international, du Bitcoin, j'en veux-tu, t'as pas d'affaires dans le portefeuille, mais les gens tombent là-dedans, etc., etc. Ça, c'est beau, là, en théorie. Sauf qu'on est des émotifs sur deux pattes. Et on l'a vu en 2019, 2020, 2021, les marchés montaient, écoute, c'était tellement spectaculaire. Moi, je sais, j'ai des clients. Et en 2022, là, il y a eu une correction parce qu'on a commencé à parler de récession. Et là, on a eu des corrections de marché importantes. Le robot, là, dans la correction, il n'est pas capable de te ramener. Le rôle du conseiller, c'est de t'empêcher de te tirer dans le pied. Et le tirage dans le pied, il se fait quand ça monte, j'en veux plus, alors que tu n'as pas besoin d'en mettre plus. Puis quand ça baisse, ils ne veulent plus toucher à ça. Alors que le conseil, il est capable de gérer tes émotions à l'intérieur de ce que toi, tu peux accepter. Il y a des gens qui sont incapables de vivre avec des variabilités dans leur portefeuille. Moi, je le dis, ou dans la crise financière de 2008, je dis aux gens, ouvrez pas votre état de compte. Ouvrez pas votre état de compte. Vous allez vous rendre malade, vous allez appeler votre conseiller, vous dire, faut sortir de là. Et c'était la plus belle période où on pouvait réinvestir dans les marchés. Alors, au total, vous avez raison, le conseil, il prend toute sa place. Et c'est important de vraiment aligner un conseil. On m'a dit, il y en a des bons, il y en a des moyens, il y en a qui sont ordinaires. C'est comme dans n'importe quelle profession. Mais une fois que tu en as un qui est capable de te guider et de t'aider à accomplir ce que tu veux faire, il dit, écoute, hey, wow, attends, là, tu l'avais dit, tu mettrais de l'argent de côté tous les mois. Qu'est-ce que tu fais ce mois-ci? Explique-moi pourquoi tu mets... C'est ça. Le conseil, c'est ça. C'est ce que Bertrand faisait avec ses clients. Désolée. Absolument. Puis moi, ce que je trouve le plus cool aussi là-dedans, c'est que Marc t'a parlé au début de l'épisode que, puis même Maude aussi, faut pousser les gens à changer, ça prend des conséquences. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle et les robots, c'est un peu ça. C'est un peu ce push-là qui manque, dans le fond, dans le conseil financier puis dans ce domaine-là, parce que si tu as un robot qui peut faire ta job, prouve-moi ta valeur ajoutée. C'est la même chose dans mon domaine. Oui. Tu sais, prouve-le que tu as une valeur ajoutée puis que tu es capable de différencier ça. Puis je pense que les meilleurs de ce monde n'auront pas peur d'utiliser l'intelligence artificielle puis tous ces moyens-là parce qu'au contraire, ils vont l'utiliser comme levier puis ils vont se dire, OK, ben moi, la job qu'il peut faire pour moi, parfait, mais attention, nuance, il peut pas tout faire. Puis justement, il peut pas aller dans l'émotion autant que ce que moi, j'ai comme expérience avec le cycle de l'émotion et tout ça. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est un beau game changer qu'on a la chance de vivre. Puis oui, là, on n'embarquera pas là-dedans, mais tu sais, oui, je crois qu'il faut que ce soit plus réglementé ou quoi que ce soit, mais tu sais, je pense qu'on va peut-être un peu trop loin dans certaines situations, dans certaines accessibilités, sauf que reste que c'est avec quoi il faut jouer en ce moment. Faut pas en avoir peur, tout comme t'as pas eu peur d'avoir 3 bacs de poubelle puis d'embarquer dans ce mouvement-là, puis c'est tout à l'honneur des gens qui vont le faire, je trouve, d'embarquer dans cette vague-là, puis juste de faire, je vais prouver ma différence. Parce que souvent, Maude, les gens confondent le fait qu'on a accès à l'information, le fait qu'on a tout sur le net. Tu es rendu qu'à quelque part, tu vas avoir des gens qui sont en train d'avoir une conversation avec quelqu'un qui a un doctorat en physique nucléaire, puis sont en train de le challenger. Il ne faut pas confondre information et connaissance. Je peux avoir l'information, elle est là, qu'est-ce que je fais avec? Surtout dans l'environnement qu'on a actuellement où appelez fake news, appelez comme tu veux, on peut mentir à tout azimut, puis c'est correct. Mais en quelque part, vous avez accès. Fait que toute cette réalité-là oblige, à mon avis, d'avoir des gens. Si j'ai besoin de me faire suivre médicalement, je suis pas sûr que je vais aller faire un Google sur mon affaire. Je vais plus appeler mon médecin, puis vérifier avec lui. Puis en quelque part, on m'a dit, mais on n'est pas sûr, il faudrait peut-être voir un spécialiste. On va voir un spécialiste. Effectivement, j'ai eu un petit épisode qui est correct, je passe à travers, mais j'ai eu quelque chose qui a diagnostiqué que j'avais quelque chose à un rein. Et ça l'a amené à une étape suivante où finalement, avec un neurologue, je suis allé. Tu sais, c'est ça, mais l'information, je ne l'aurais pas pris sur Google.
en consultant des gens qui m'ont dit, écoute, regarde, moi j'ai tatoué, j'y allé à l'étape suivante. Là, on dit, ouais, j'ai tatoué, moi je fais quelque chose. Au mois de novembre, j'ai de la place pour t'opérer. Il faut que je reste à l'hôpital ou il faut que je reste à l'hôpital. Mais l'analogie est excellente, puis on la voit, nous aussi, on la vit. Là, je veux dire, si je recherche mes symptômes sur Google, je vais avoir peur d'avoir un cancer ou de mourir demain matin. Oui. Fait que c'est là où tout doit être nuancé, puis justement, ça prend tout son sens. Fait que, voilà. Mais la valeur ajoutée n'est pas la même pour tout le monde. Elle est différente. Et puis, je prends l'exemple de mon voisin qui, lui, a travaillé pour Bombardier Aéronautique et très fort en mécanique. Et toutes les semaines, il s'occupe de son automobile. Il y en a une qui a donné à sa fille, elle a 17 ans, sa voiture, puis elle était en très bon état. Par contre, il n'est pas capable de faire pousser une laitue sur son terrain. Moi, j'ai un potager. Fait qu'on fait des échanges de bons procédés, il me prête des outils quand j'en ai besoin. Puis moi, je lui apporte des tomates, de la laitue. Mais c'est ça, on n'a pas toute la même valeur ajoutée. Et puis, c'est pour ça que certaines choses ont des valeurs pour les gens, puis d'autres l'ont pas. Puis l'aspect conseil, bien, à ce moment-là, il va varier d'une personne à l'autre. C'est entre autres aussi pour ça que c'était si intéressant aujourd'hui de joindre les ponts entre les générations. Je pense qu'à travers cette discussion-là, on vient vraiment bien d'exposer que peu importe t'es dans quelle génération, peu importe à quel âge, ben, l'échange et le partage peuvent vraiment venir agrémenter une discussion, puis surtout faire grandir des réflexions, puis peut-être aussi abolir certaines peurs ou certaines préoccupations. Fait que dans cette optique-là, je pense que c'est mission réussie aujourd'hui. Là, on a vraiment bien réussi à wrap-up notre objectif principal. Moi, j'ai aimé ça. C'était très agréable. Oui, vraiment. Mais j'ai beaucoup aimé. Très riche. Super. Merci beaucoup pour votre présence. Puis je pense que si les gens ont apprécié aussi, de ne pas hésiter à partager, commenter. On va laisser aussi la description de chaque personne avec les réseaux sociaux de chaque personne, parce que Marc et Bertrand, malgré leur certain âge, sont actifs et présents sur les réseaux sociaux et ne demandent qu'à l'être plus. Donc, je pense que si vous avez aimé la discussion aujourd'hui, ben n'hésitez pas à partager, faire un petit forward, de la manière que vous le pouvez sur la plateforme que vous trouvez intéressante, puis de partager votre opinion, parce que si ça vous intéresse, c'est peut-être le genre de choses qu'on peut reproduire dans le futur. Merci beaucoup. Merci. Merci.